personnel, machin. Ils vont te dire, vivez de manière frugale. Et les gens vont s'imaginer que, en fait, tu dois arrêter de vivre littéralement. Et c'est pas en faisant des économies de 40 centimes de machin par-ci par-là que tu vas vraiment réussir en 5 ans à gagner de machin. Par contre, si au lieu je te dis une bêtise, mais au lieu d'aller faire un ciné et où tu vas claquer popcorn et machin et trucs et tout ça, alors que en soi c'est juste pour le fun, mais tu en ressens pas forcément le besoin ou l'envie, bah autant pas le faire. Donc oui, tu me dis oulala, Warren Buffett est frugal et vit mal. Moi, je vais te donner un autre exemple. Il parle de Jeff Bezos. Il y a des gens qui se moquaient de Jeff Bezos à cause de sa voiture. On disait qu'il roulait dans une Mazda, je sais pas quoi et tout. Je dis ok, d'accord. Et lui, il avait besoin il voyait la voiture comme un moyen de transport pour aller d'un point A à un point B. Il dit mais j'ai pas besoin de plus. Si tu as de l'argent à plus savoir quoi en faire, ok, va exploser ton budget dans une voiture de luxe. Mais vivre frugalement, je pense que c'est plus gérer son budget intelligemment. Et pour moi, c'est pas ça c'est pas ça. En tout cas, c'est pas parce que tu vis pas comme ça que ça va t'empêcher de réussir. Vous savez juste ce que je veux dire. Maintenant, si Mamadou, tu dis que je confonds tout, viens m'expliquer. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je dis simplement que prends du temps pour réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire qui va te permettre de générer un revenu complémentaire et qui va être quelque chose que d'une, tu comprends et qui te fait, en tout cas, pour lequel tu prends du plaisir. Parce qu'il faut savoir que quand tu as un business à côté, c'est aussi du temps que tu vas consacrer à ce business et c'est du temps que tu ne vas pas consacrer à autre chose. Donc, il faut quand même que ce soit quelque chose qui te plaise, un minimum. Mais par contre, c'est indispensable, effectivement, de se créer une autre source de revenus. Moi, il y a d'autres personnes qui me disent qu'il faudrait que tu en aies 3, 4, 5. Tout dépend de ce que tu veux avoir. Moi, je dis chaque source de revenus, c'est une entreprise. L'idée du revenu passif, genre le truc qui est là, ça tombe, tu n'as rien à faire là. Je vous dis la vérité, ça n'existe pas. Tu auras moins à faire. Tu peux automatiser beaucoup de choses, mais tu auras toujours un certain temps à y accorder pour que ça se mette en place. Donc, je dirais, si tes 30 ans doivent te servir à apprendre à gérer tes finances efficacement, commencer des investissements, avoir une source de revenus complémentaire, mais pas vous empêcher de vivre non plus, tu vois. Non, mais c'est bien le point que tu développes là qui nous amène sur avoir géré son budget efficacement. Ça rejoint un peu ce que je disais quand on ne peut pas se retrouver encore à 40 ans à demander des sous pour les baskets à ses parents. Donc, je pense que ça dénote d'une mauvaise gestion de ses finances, ça dénote ou demander à des tontons. Quand je vois des personnes se retrouver, par exemple, aujourd'hui à 40 ans, qui se retrouvent, par exemple, à découvrir en septembre qu'il y a la rentrée des enfants. Moi, je trouve que ça, il y a un souci. On ne peut pas être à 40 ans, réaliser en septembre que les enfants doivent être inscrits à l'école. Il faut leur acheter des fournitures, des cahiers, parce que d'ici 2 semaines, 3 semaines, là, on est en plein dans les rentrées. Quand tu dis bonjour à un tonton ou à une tata, c'est que c'est difficile. Oh, il y a la rentrée. Oh, je ne sais pas. C'est ton téléphone qui n'arrête pas de sonner que, ouais, voilà la rentrée. Comment on fait? Mais comment on fait? Comment? Est-ce que c'est moi qui... J'étais là le jour où vous avez conçu les enfants. Comment on fait? Comment? Il faut aller les inscrire. Il faut leur acheter des livres, des cahiers, etc. Quand tu me dis comment on fait, c'est pour que je te dise qu'on fait comment. On fait comme le soir où tu avais fait là. Il faut faire comme ça. Il faut les gérer comme ça. Je ne sais pas parce que quand ton téléphone sonne, on te dit comment on fait. Voilà la rentrée, comment je fais. Mais je suis restée polie. J'ai envie de dire, mais comment on fait? Comment? Mais tonton, mais fais comme tu avais fait le soir du jour là. Je ne sais pas. Soit un homme, soit une dame. Fais bien les choses. Pose ces questions-là. Comment on fait? La maturité, à 40 ans, c'est de savoir qu'on a des responsabilités. On doit envoyer les enfants à l'école. On doit budgétiser pour l'envoi de ces enfants à l'école, pour l'inscription, pour les cahiers. On doit planifier tout cela. Ça s'appelle la maturité, ça s'appelle la planification, ça s'appelle la bonne gestion de ses finances. À 40 ans, tu ne peux pas avoir 2, 3 enfants.
Souvent, même certains, la Chine à la maison, toute la Chine est à la maison et on compte sur tel tonton, tel tata. Sachant que d'autres sont même plus subtils que ça. C'est un mot ils te disent que, est-ce qu'on ne t'envoie pas les enfants comme ça, tu as les enfants à la maison, mais comment ça tu m'envoies les enfants? Moi aussi, même si je n'ai pas d'enfants, pourquoi, si j'avais besoin d'enfants, je sais comment on les fait, ou sinon je t'aurais dit, mais est-ce que c'est une affaire que tu fais la Chine et tu m'envoies une partie de la Chine? Non, comment? C'est qu'à un moment, il faut être mature, il faut savoir que quand on fait des enfants ont des besoins, il faut subvenir aux besoins de ces enfants-là. Ces enfants doivent être éduqués, c'est de la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants. Et qui dit éducation, dit qu'on planifie tout ça, on prend du temps. Ce n'est pas qu'on découvre en septembre que les enfants ils partent à l'école, il faut les fournitures scolaires. Mais il faut arrêter. Donc, salut à Abdoul Kadri. Désolé. Salut la team Mindset. Salut la team Mindset. Salut à vous, Chimène. Salut José. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Dis-nous, je sens que tu as beaucoup de choses à partager là avant 40 ans. Parce que quand je pense que tu as vraiment des pépites là, peut-être que nous on se trompe depuis avec tout ce qu'on dit là. Dis-nous tout. J'estime que vous êtes sur le droit chemin. Ça nous rassure. Avant 40 ans, il faut déjà être autonome. Il faut bâtir son entreprise ou bien avoir son boulot, son job. Ne pas dépendre de la famille ou de qui que ce soit. Il faut habiter chez soi, payer son loyer, le minimum, quoi. Puisque posséder sa maison, c'est trop quand même, je me dis. Mais au moins payer son loyer, quoi. Et avant 40 ans, il faut déjà avoir surmonté à plusieurs échecs, quoi. Et à travers ces échecs-là, on peut déjà, comment dirais-je, on peut déjà atteindre le succès, quoi. Et il faut aussi assumer, comme Chimène l'a dit, il faut assumer donc la responsabilité. Si on a des enfants, on doit planifier. On doit être ordonné, on doit avoir tout un programme. Si on a un enfant, nos économies, bon, pour l'éducation, pour la santé, si on a 2 enfants, ainsi de suite, on doit planifier. On ne doit pas se comporter comme une personne qui n'est pas parent. Lorsqu'on est parent, il faut déjà avoir la maturité, il faut assumer sa responsabilité, quoi. Clairement. Exactement, clairement. Et sinon, voilà Amlan qui dit, ou bien ils trouvent des homonymes chaque année. Ils donnent ton nom à leurs enfants pour t'amadouer. C'est trop vrai. Ils sont nommés des spécialistes. On te dit que voici ton homo qu'on est en train d'accoucher déjà ici. On te dit déjà ça. Oh, à la rentrée, on te dit que ton homo va aller à l'école. C'est aussi. Trop fort, franchement. Ça, c'est un manque de planification, un manque d'organisation, quoi. José a dit qu'il ne faut pas exagérer. Moi, j'estime qu'il faut prendre le juste milieu. Ouais. C'est-à-dire la modération, quoi. C'est ça. Il faut avoir tout un programme, c'est-à-dire les passifs, les actifs. Il faut plus investir dans les actifs, plus avant 40 ans, en espérant avoir plusieurs sources de revenus afin de financer la famille, afin de résoudre ces problèmes, quoi. Donc, il faut plus investir dans les actifs. C'est ça, la modération aussi, ne pas dépenser trop. Donc, c'est-à-dire la modération dans toute chose qu'on entreprend, quoi. C'est un peu ça. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je voulais rebondir sur un commentaire de 9.3 vidéo parce que
c'est là où je vais dire il y a beaucoup de gens qui me reprochent ça. Moi, je dis, je suis pas d'accord. Si on paye encore un loyer à 40 ans, ça veut dire qu'on n'a rien compris à l'immobilier. Ah, Chimène et moi, on va pas être d'accord. Parce que moi, tu vois, je sais pas, je te dis, je reprends un truc de mes cours de finance d'entreprise et tout, et nous expliquer la valeur, les intérêts composés, la valeur du capital, etc., etc. Et moi, mon prof et moi, on était rentrés dans, enfin, mon prof et moi contre d'autres personnes, on était rentrés dans un débat où, en gros, les gens disaient, non, en fait, plutôt que de mettre l'argent dans un loyer, ils préfèrent être propriétaires. Moi, j'ai dit, OK, mais est-ce que, parce que ça, moi, j'avais le réflexe pour ceux qui ont peut-être connu ça en France ou qui ont entendu parler ils avaient essayé de faire passer une réforme, en gros, où les jeunes de moins de 25 ans étaient plus ou moins dans une période d'essai de 2 ans. Et donc, ça voulait dire que du jour au lendemain, ton patron pouvait te virer comme un malpropre. Et j'ai dit, moi, c'est un truc qui était fait pour favoriser l'embauche des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que pour virer quelqu'un, ça coûte de l'argent, malgré tout ce qu'on peut dire. Hein. On imagine toujours, on prête toujours les pires intentions aux entrepreneurs, mais il y a une majorité de gens qui font les choses correctement. Bref, long story short, l'argument que les étudiants avançaient, c'était le fait que le fait d'être en période d'essai ne leur permettait pas d'accéder au crédit, et notamment au crédit immobilier. J'ai dit, mais si à 25 ans, tu veux t'acheter tu gagnes combien? Combien tu penses que tu gagnes à 25 ans pour te permettre de t'acheter un appartement dans lequel toi, tu vas vivre confortablement et tout machin. Et dans lequel, surtout, tu vas accepter de rester pendant un minimum de 10, voire un peu plus de 10 ans. Vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas, ou en tout cas ne calculent pas. Si je pose la question dans les commentaires, tout tu t'auras me répondre. J'ai dit, si tu t'es endetté sur 20 ans pour acheter ta maison, est-ce qu'au bout de 10 ans, tu as remboursé la moitié de ton prêt? Beaucoup de gens vont te dire oui. Alors que c'est complètement faux. Il te faut beaucoup plus de temps que ça pour passer les 7-8 premières années, tu ne payes quasiment que des intérêts dans ton prêt. Donc, tu n'as pas forcément les moyens d'habiter dans un truc où, comme on dit, modération, tu te sens confortable et tout et tout. Je m'excuse une petite seconde. J'ai un rendez-vous qui arrive et je viens reprendre mon propos tout de suite. Non, mais par rapport à ce que José dit, je vais attendre qu'il revienne pour répondre parce que là, son propos, il mérite d'être là avant que je ne rebondisse. Donc, pour continuer, du coup, ce que je disais, c'était que c'était préférable, en fait, parce que ton revenu va te permettre d'acquérir des petites surfaces. Bah, tu achètes un petit bien que tu mets en location de sorte à ce que le truc s'auto-finance ou en tout cas se finance partiellement. Ça te permet d'acquérir un capital. Parce que quand tu seras prêt là, avec femme et enfant dans mon cas ou mari et enfant dans le cas de nos sœurs, là tu pourras te dire, bon, je vais aller investir, je vais acheter un studio, je vais investir dans ma maison, dans ma résidence principale. Tu auras un capital qui sera beaucoup plus élevé parce que déjà, tu auras tous tes appartements, des petits trucs que tu auras investis petit à petit, seront quasiment payés. Donc, tu peux avoir ça qui te vient en appui. Et après, tu peux t'acheter la résidence principale que tu veux. Donc, pour moi, c'est pas forcément synonyme. Je connais beaucoup de gens qui sont encore locataires à 40 ans, même à 50 ans pour certains, mais qui sont propriétaires immobiliers de plein de, disons, des cartels immobiliers. Moi, j'appelle ça des cartels parce qu'il y en a, je le connais, que j'ai rencontré dans un cadre pro. Il avait quoi, quelque chose comme presque 10 ou 15 appartements, un truc comme ça. Mais lui préférait payer un loyer. Parce qu'il se dit comme ça, je sais pas, il y a plein de choses qui sont pas de ma responsabilité. Il y a plein d'entretiens que je n'ai pas à gérer. Et puis, si je dois bouger, je bouge. Et j'ai envie de quitter, je quitte. Avoir une maison et tout, un pavillon à moi et tout machin, que j'aurais travaillé, sué sang et eau pour avoir, ça va pas me rapporter. Et tu vas voir que beaucoup de gens, eux, ils vont faire ça après, je pense le cas de la France, par exemple, d'investir dans l'immobilier après leur résidence principale pour faire de la défiscalisation. Donc, je me dis, tu aurais pu le faire dans l'autre sens et tu aurais été plus à l'aise. Mais bon, c'est mon opinion et celle de mon prof de finance. Maintenant, Chimène, je t'écoute et après, je vais devoir vous abandonner. Non, mais José, par rapport à ton opinion, tu seras étonné, mais pour une fois, je m'aligne derrière toi, José, parce que je suis locataire. Non.
Donc, pour information, 93 vidéos, je suis encore locataire. Ah mince, ça veut dire que j'ai loupé quelque chose. Non, mais je sais, je suis locataire. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec 93 vidéos parce que je pense que tu le sais déjà et lui-même, il le sait. Nous sommes propriétaires ailleurs, mais toujours locataires. Et quand on quittait la France même, on était toujours locataire de notre résidence principale. On l'a été à un moment pendant une année, très rapidement, mais après, on est repassé en location parce que j'avais déjà fait ce calcul-là que je vais refaire aujourd'hui. On a dans notre parc immobilier des biens, donc entre autres, on a une maison qu'on aime bien, qui est très sympathique. On l'a intégré, cette maison-là. La maison nous générait 1200 € de revenus. Ça veut dire que lorsqu'on l'a intégré, on n'avait plus ces 1200 € là, mais par contre, on remboursait la mensualité de près de 700 € tous les mois. Donc, ça veut dire que tous les mois, on n'avait plus nos 1200, mais on payait 700 €. Jusque-là, tout va bien. Sauf que pour maison identique, plus grande même d'ailleurs, parce que la maison qu'on a intégrée en quittant notre maison résidence principale, on louait cette maison. Maintenant, on est à 900 € par mois. Elle était plus grande que notre maison où nous sommes propriétaires. On était à 900 € par mois. Et par contre, notre résidence principale, ancienne résidence principale de 1200 € nous régénère 1200 €. Avec 1200 €, on rembourse notre mensualité, enfin notre loyer de 900 €. Ça veut dire qu'il reste 300 € tous les mois qu'on a pour une maison plus grande, pour un confort plus grand, pour tout ce que... bien situé même d'ailleurs, parce que lorsque cette maison elle était vraiment bien positionnée, plus grand, ça faisait qu'on avait 300 € qui restaient dans nos poches. On dégageait un peu, oui, il faut dégager aussi un peu d'impôts parce qu'on paye la taxe foncière, bien sûr, c'est bien. Mais jusque-là, tout ça mis bout à bout avec l'assurance PNO et 2-3 petites autres choses, on se retrouve quand même avec 200 voire 250 € dans nos poches tous les mois. Ce qu'on n'aurait pas eu si on restait dans notre résidence principale. Donc, c'est le calcul que nous, on a fait et on est retourné vivre en location. Donc, en quittant la France, on était encore locataire de notre résidence principale. Et même ici, au Cameroun, nous sommes locataires. On est toujours locataires. Donc, et pourtant, ce n'est pas intégrer un logement qui était impossible. Non, c'est juste parce qu'on fait toujours les mêmes calculs et on estime qu'aujourd'hui, par rapport à un logement qui nous donne une certaine rentabilité, ce n'est pas intéressant qu'on vive dedans parce que ce qu'on perçoit est supérieur à ce qu'on a en location aujourd'hui. Donc, la location, c'est rien. Donc, autant mieux être en location et payer son loyer et d'avoir des revenus locatifs qui sont supérieurs à son loyer. Donc, nous également, on fait ce calcul-là et on choisit de rester en location. Donc, pour le coup, 93 vidéos, je suis bien l'exemple que, bon, peut-être que ça limite être propriétaire de sa RP et vivre dedans. En tout cas, pour moi, si je suis propriétaire de ma RP, c'est que je suis à la retraite. Mais pas avant, sinon ça n'a pas de sens. Et puis on se rend pas compte, c'est énormément d'entretien, c'est énormément il y a beaucoup de choses, de paramètres à prendre en compte quand tu es propriétaire de ta RP avant d'être propriétaire de quoi que ce soit d'autre. Parce que tu dis Kazakhstan, devenir propriétaire te permet d'avoir un apport. À 30 ans là, tu as réussi comment à mettre de côté pour avoir assez pour t'acheter je vais dire, je vais juste prendre l'exemple de la ville de Paris. Tu vas acheter où à 30 ans avec ton budget? Où? Avec ou sans apport? Tu vas acheter où? Tu peux acheter où? Et quelle surface? C'est ça, il faut se poser la question. Tes 1200 € là que tu vas payer par mois, tu vas avoir un bête d'appart pas loin du centre de Paris et tu vas payer la même chose pour être à 3-4 heures de Paris et habiter dans 20 mètres carrés de plus. Et ça, c'est juste un exemple frappant, mais comme ça, au moins, on situe tout le monde. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de jeunes en Occident, de manière générale, peuvent se permettre d'acquérir une propriété, leur résidence principale à 30 ans, machin? Ils viennent avec des gros apports, mais c'est parce que c'est leurs parents qui leur ont fait des donations, parce que l'héritage, le capital s'est construit dans la famille au fur et à mesure et tout. Nous, on arrive ici de zéro. On n'a pas les mêmes cartes en main.
Et c'est pas, comme on dit, ne hais pas les joueurs, déteste le jeu. C'est les règles du jeu, ce sont les mêmes pour tout le monde. C'est juste que bon, bah voilà, eux, ils sont arrivés avec ça. Donc, comment est-ce que nous, aujourd'hui, moi, il y a des gens quand j'entends des gens me dire ça, moi, ça me hérisse le poil. Je me dis, si tu me dis que comment dirais-je, tu es propriétaire de ta résidence principale et que tu me dis que si à 40 ans, je ne l'ai pas fait, je suis un fou, j'ai dit, ok, d'accord. Je serais le fou aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et tu vois, dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent, eux, ils ont fait des investissements, ils sont toujours locataires, mais ils ont fait des investissements, et puis voilà. Et ils ont des biens immobiliers et ça se passe très bien. Non, mais c'est vrai. Après, dans l'autre sens aussi, José, on ne va pas dire que ça ne fonctionne pas parce que ça prend aussi de la valeur parce que à 25, 30 ans, si tu achètes un bien, par exemple un studio pour commencer ou un petit T2, le bien, si tu le quittes au bout de 5 ans, c'est important avant 40 ans. Si, Chimène, c'est même capital, voire vital, d'avoir ce mindset-là avant 40 ans. Puisque déjà, si on a cette conviction-là, ça nous permet d'atteindre nos objectifs, de suivre nos rêves et de les réaliser, quoi. Exactement. Parce que je partage ce point de vue-là parce que quand on manque de confiance en soi de façon générale, c'est quel que soit le business qu'on va lancer, quel que soit le projet, on ne va pas aller jusqu'au bout, on ne va pas arriver au bout du projet. Quand on n'a pas quelque chose dans la tête au beau fixe, là, on se dit que voilà, j'entreprends ça, voici les résultats, je pense que ce sera comme ça, je me fais confiance, j'avance, je me donne des moyens, je me trace une voie. On sera en mode on lâche tout à tout moment. Et ça, c'est dangereux. Je pense que quand on n'a pas ce mindset-là, de croire en son rêve, à son potentiel, et même si on a des lacunes, rien n'est parfait, on s'améliore, on travaille, on acquiert la compétence nécessaire. Si on ne l'a pas ou c'est compliqué, on prend des personnes qui peuvent nous accompagner dans notre projet. Mais je pense que avant 40 ans, même si vous ne l'avez pas encore, c'est pas trop tard, mais c'est un point important, travailler sur soi, sur son mindset. Parce que je pense que pour tout investisseur, toute personne même déjà, même si on n'a pas pour vocation d'investir, je pense que le mindset dans la vie, c'est ça qui nous conduit à notre destination. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais le mindset, ça doit être la clé. C'est la clé, Chimène, sans doute. C'est la clé. Warren Buffett a dit ceci, les gagnants, les perdants trouvent les perdants trouvent les excuses, les gagnants trouvent les opportunités. Les gagnants, ils ont un mindset et les perdants, ils ont un mauvais mindset. Ils vont dire ceci, il y a la corruption, on manque de financement, il y a le Covid. Ils vont trouver toutes les excuses du monde pour ne pas réaliser leurs rêves et atteindre leurs objectifs. Alors que les gagnants, ils vont trouver tous les moyens pour atteindre leurs objectifs. Elon Musk a dit il a dit 98% des gens qui se lancent en entrepreneuriat, tous abandonnent pendant la difficulté. 1% seulement qui va jusqu'au bout. Et il a dit, soyez parmi les 1% qui va jusqu'au bout là. Donc, on voit à quel point le mindset est important. C'est même la clé, comme tu l'as dit, Chimène. Amen. Non, mais et tu as de belles phrases, de belles citations, mais franchement, tu dois être un grand lecteur, toi. Merci, Chimène. Je me débrouille un peu, non, Chimène? Ah, mais ça, c'est une expression du pays. Tu es dans quel pays, là? Dis-moi déjà. Déjà, Chimène, je suis au Cameroun comme toi, non? On échange souvent, non? Ah, c'est moi voilà. qui ai présenté mon livre. C'est moi qui ai présenté mon livre il y a de cela quelques semaines. C'est moi qui avais présenté mon livre, non? Exactement. Tu vois, c'est magnifique que tu sois en live et qu'on échange comme ça. Parce que tu vois, je me disais que, mais
j'échange avec une personne, les termes et tout, et la manière de citer toujours, ça me parle, ça. Et là, tu me dis qu'en fait, on échange ensemble. Ouh là là. C'est moi qui avais présenté mon livre le jour qu'on avait fait le thème sur l'entrepreneuriat ou le salariat. Je ne sais pas si tu te rappelles. Là, tu es en train de me faire cogiter et remonter. Je suis mince, mais à culpa, parce que là, tu vois, pour le coup, je ne t'ai pas reconnu tout de suite quand tu es arrivé à l'antenne. Et là, ça me revient comme ça. C'est fou. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir en live. Franchement, ça fait plaisir. Le plaisir est partagé également, Chimène. En plus, l'accent local, tout, non mais magnifique. C'était juste pour confirmer que c'était le Cameroun, mais je l'entendais déjà. C'est le Cameroun, Chimène. Et non, mais pendant que tu es présente, le livre, encore une fois, pour les personnes qui te découvriraient dans ce live, et ça permettrait, donc s'il y a des personnes qui seraient intéressées comme cela, ben, directement, elles pourraient te contacter. Sachant que je vais mettre ton contact là dans le chat et ça permettra à tout le monde qui souhaite de l'avoir. D'accord. Je vais présenter mon livre. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Abdelkadri Mamadou. Je suis camerounais. Je suis vendeur, entrepreneur, écrivain. Je viens d'écrire un livre sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le succès et la motivation. Le titre du livre, c'est Clés d'or des prodiges et mindset des champions. Et dans ce livre, j'ai énuméré les clés pour réussir, que ce soit dans la vie ou bien dans l'entrepreneuriat. Je l'ai appelé les clés d'or des prodiges. Oui, oui, il y a du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du succès. Et on parle d'échec aussi dedans, puisque l'échec, c'est une école d'apprentissage, comme je le dis souvent. Comme l'autre Nick Gleason qui a dit que la réussite est l'accumulation d'échecs, d'erreurs, de faux départs et de confusion avec la volonté de continuer malgré tout. Comme Bill Gates qui dit souvent que j'ai un ami à Harvard qui a réussi à tous ses examens alors que moi j'ai échoué à tout. Lui est ingénieur chez Microsoft alors que je suis le fondateur. D'ailleurs, j'ai déposé mon livre à la maison d'édition ici au Cameroun et j'ai rendez-vous avec eux mercredi déjà et le livre va sortir dans quelques jours. Et l'avantage avec ce livre, non seulement il y a les clés pour réussir, il y a aussi l'histoire à succès des meilleurs entrepreneurs du monde, que ce soit Elon Musk, Aliko Dangote, Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, Jack Ma. Bref, il y a les meilleurs entrepreneurs du monde, il y a leur histoire, il y a aussi leurs conseils, leurs secrets de succès. J'ai essayé d'insérer leur histoire dans mon chef d'œuvre pour qu'afin on essaye de s'inspirer d'eux, si possible, dupliquer leur modèle. Oui, oui. Et il y a aussi des très belles citations inspirantes vers le dernier chapitre, quoi. Donc, c'est un livre qu'il faut vraiment avoir. Oui, oui. Très intéressant, oui. C'est ça. Magnifique. Mamadou, je partage ton contact aussi. Ça te convient, celui que j'ai, ou tu as un contact que tu privilégies? Celui que tu as, Chimène, c'est ça. D'accord. Bon. Je le partage donc en commentaire et je vais l'afficher avec donc voilà le contact de Mamadou pour échanger par rapport au livre pour ceux qui voudront des exemplaires avant que ce ne soit bloqué. Ça peut être en pré-vente également, on en parlait. Donc c'est déjà en pré-vente. On peut déjà passer la commande. Oui. Exactement. Ah non, mais c'est magnifique. Ça coûte 10 000 francs. Oui, donc il vous a donné le prix, je ne vais plus le remettre. Donc voilà. Donc si vous souhaitez précommander, vous avez le contact directement de Mamadou. Est-ce que tu livres également en Occident ou ce sera dans un premier temps uniquement au Cameroun?
Bon, dans un premier temps au Cameroun, mais avec ta collaboration, Chimène, les José, j'espère vraiment que vous allez m'orienter dans ce sens. Il n'y a pas de souci, on va échanger à l'inbox. Comme je suis un nouveau joueur qui fait son entrée dans une grande compétition. Tu rentres directement avec le dorsal du grand neuf, donc ça, à tout seigneur, tout honneur. C'est magnifique. En tout cas, merci du passage. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées par le bouquin, vous avez le contact direct là, qui s'affiche là. Je vais laisser également dans les commentaires et dans le descriptif de la vidéo par la suite. Donc, vous pourrez avoir accès. Donc, voilà un mot de fin pour toi avant que je ne poursuive le live. Bon, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Toi, Chimène, tu es une vraie guerrière avec tous les pépites que tu nous offres. José, Mansour, merci à vous pour toute la valeur que vous apportez à la communauté africaine. D'ailleurs, j'ai dédicacé Entrepreneur Mindset dans le livre. Ah ouais, et j'avais un peu échangé avec Mansour. C'était lui qui allait écrire la préface du livre. Malheureusement, ces derniers temps, je n'ai pas pu l'avoir. Oui. Donc, je ne sais pas s'il peut se rattraper à la fin ou bien, je ne sais pas. Oui. Ok, merci beaucoup à toi, Chimène. Okay. Ça va s'ajuster tout ça. En tout cas, merci du passage. Force à toi et la main. Merci beaucoup, Chimène. Bye bye. Bonne suite. Merci. Bye bye. Donc, il y a un petit passage de Mamadou qui est en train d'écrire son livre. C'est vrai qu'on échange on échange actuellement. C'est tellement j'échange avec les gens que je n'ai pas capté tout de suite, mais ça fait plaisir et heureusement qu'on se rattrape quand c'est des cas comme celui-là. Quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité de précommander le livre, vous le contactez directement, inutile de m'écrire. Voilà le contact qui s'affiche là à l'écran. Et je vais laisser également dans le descriptif de cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaiteraient rentrer en possession d'un livre. Et pour ceux qui sont en Occident, prochainement, on verra avec lui comment envoyer pour vous qui êtes là-bas. Donc, voilà. Après cette belle parenthèse, on va poursuivre avec, on va finaliser notre live. Il y a encore 2-3 petits points à rajouter à l'état d'esprit, aux choses à valider, aux prérequis avant 40 ans. Et un autre point, ce serait de savoir que la vie est précieuse. Oui. C'est important avant 40 ans de se rendre compte que la vie est précieuse. Précieuse dans le sens où on ne joue plus avec sa vie n'importe comment. Je vois là des jeunes qui sont sur des motos, qui font des roues, des choses.